Alors, donc, je me répète un petit peu. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Clara Leroux. Je suis responsable de projets culturels au sein d'un studio de médiation qui se prénomme Les Cultiveuses. Je suis aussi médiatrice culturelle au château de Caen. Et donc, c'est moi qui vais être la modératrice pour cette neuvième table ronde en ligne, donc du festival WO Off, porté notamment par mes collègues de la Lucarne. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de s'intéresser à différents types de médiation culturelle au sein justement des patrimoines de banlieue et réfléchir un petit peu ensemble autour des enjeux qu'il y a à valoriser donc ce patrimoine urbain et également les acteurs qui vont être à l'origine de cette valorisation. Alors, nous aujourd'hui, vous allez voir la liste de nos intervenants, hein. Ils sont principalement implantés au niveau de la Seine-Saint-Denis puisque c'est le territoire qui va nous intéresser et plus particulièrement le territoire de Plaine Commune. Donc, la Seine-Saint-Denis, ancien département de la Seine, qui a tout de même, j'ai envie de dire, un ancrage territorial et historique assez fort, sur lesquels nos collègues reviendront un petit peu. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas une conférence historique, c'est véritablement une table ronde sur la médiation. Donc, on essaiera vraiment de tenir, de porter le propos là-dessus. Et donc, pour vous présenter un petit peu nos intervenants, aujourd'hui, on accueille Thomasine Zoller, qui est historienne de l'art, donc guide conférencière et chercheuse indépendante. Donc, toutes les personnes que je vous présente hein, sont à l'origine de médiation, que ce soit sur le territoire ou bien en coordination de ces mêmes médiations. Nous accueillons également Antoine Furiot, donc, qui est chargé d'inventaire au patrimoine culturel contemporain département de la Seine-Saint-Denis, donc plus précisément service du patrimoine culturel. Sa collègue Magali Malochet, qui elle est chargée de valorisation du patrimoine culturel contemporain, toujours au département. Chiara Infantino, chargée de mission patrimoine et tourisme à la direction de la stratégie culturelle du patrimoine et du tourisme chez Pleine Commune. L'objectif un petit peu plus spécifique de cette table ronde, c'est de repenser, alors c'est de réagir évidemment toutes et tous ensemble pour que ce soit un petit peu interactif, mais également à travers les dispositifs qui vont être présentés par nos intervenants ici présents, réfléchir à cette approche de la valorisation patrimoniale par la médiation culturelle. Alors, en banlieue, voire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté aux dernières tables rondes donc, du festival pardon, de la médiation culturelle OFF. Il y a une collègue qui est intervenue sur le patrimoine rural, justement. Donc, peut-être tenter de voir ensemble les différences qui peuvent exister entre ces différents territoires, ou au contraire se dire que la médiation culturelle doit être appréhendée de la même manière partout, sur tous les territoires différents. On s'interrogera également sur l'implication des collectivités territoriales, puisque comme vous l'avez vu, on a trois intervenants hein, qui sont issus donc d'un établissement public territorial et également d'un département. Donc voir aussi quel est le rôle des collectivités dans la médiation culturelle, avec qui ils travaillent. Le festival étant porté par la Lucarne, qui est évidemment une structure de médiation indépendante, tout l'enjeu aussi est de voir quels sont les ponts qui se font entre ces différentes structures, les différents partenariats qui en naissent et en découlent. Et puis, on s'interrogera également sur la question de la mobilisation du public, qui, je pense, si vous êtes toutes et tous présents, vous intéresse autant que nous. S'il y a le moindre souci pendant la conférence, vous n'hésitez pas à m'écrire directement dans le chat pour que j'essaie de résoudre le problème. Et désormais, je vous propose de laisser la parole donc à mes collègues. Nous avons une heure, donc c'est pour ça que j'ai tenté une présentation un petit peu rapide pour qu'on ait vraiment le temps de s'épancher sur les différents sujets. Et Magali, du coup, je te propose de te laisser la parole et évidemment de te représenter si tu en as l'envie. Merci, merci Clara.
Bonjour à toutes et tous. Voilà, Magali Malocher, je suis chargée de valorisation du patrimoine contemporain au sein d'un service du patrimoine culturel au département de la Seine-Saint-Denis, un service patrimoine culturel qui comporte des archéologues, des historiens de l'architecture, des chargés d'inventaire et également des chargés de valorisation dont je fais partie. Mon rôle est de plus particulièrement mettre en valeur et mettre en projet aussi des actions de valorisation sur le patrimoine culturel contemporain, donc à partir grosso modo de 1850, à partir de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un site industriel, donc le site de Babcock et Wilcox, qui est d'une société américaine qui s'implante en 1898 sur la ville de La Courneuve, pas loin des voies de chemin de fer et des, et des grandes routes, et qui va se développer, qui va développer son activité pendant un peu plus d'un siècle, qui sera active jusqu'en 2002. Et cette société, Babcock et Wilcox, va réellement jouer un rôle essentiel dans l'histoire industrielle française, puisqu'elle va fabriquer des chaudières, que vous pouvez voir en bas à gauche, des chaudières Babcock de grande envergure qui permettent à de nombreux établissements d'augmenter leur capacité de production. Elles ont équipé de nombreuses centrales électriques. Elles ont joué un rôle dans le développement industriel et également électrique de la France. Mais au-delà de cette histoire nationale, elles ont également marqué l'histoire de la ville, puisque trois maires de la ville de La Courneuve ont été également d'anciens salariés de cette usine, euh, voilà, d'anciens salariés de cette usine. Donc c'est une usine qui permet de raconter à la fois une histoire industrielle, de par l'implantation, son envergure aussi, que vous pouvez voir à l'écran, qui est assez importante, un ensemble industriel de 18 hectares, et au moment de sa pleine activité, qui avait 2000 salariés. Euh, je sais, peux-tu passer à la deuxième diapo, Clara? Merci. Donc aujourd'hui sur site, il reste encore donc une succession de halles en béton que vous pouvez voir ici à l'écran, qui abritaient les ateliers de chaudronnerie, les forges, les chaudières à haute pression. Il y a également le bâtiment administratif, emblème de l'industrie, qui a sa façade qui à la fois porte les armes encore de Babcock et Wilcox dans son motif décoratif, et puis qui a pour ambition de montrer l'envergure de cette industrie. Cette société donc est active jusqu'en 2002. Les bâtiments seront rachetés en 2012, ensuite pour prévoir d'autres activités sur le site. Et en 2013, le service du patrimoine culturel est informé des mutations à venir, et il va constituer le premier élément qui permet de nourrir les outils de valorisation, les projets de médiation. C'est tout d'abord un diagnostic patrimonial qui va être réalisé par Antoine Furiot, chargé d'inventaire du patrimoine industriel, qui va réunir tous les documents historiques, archivistiques, également aller sur place pour identifier les aspects intéressants des différents bâtiments, afin de nourrir les projets d'aménagement, puisque notre logique de service est de réaliser donc des diagnostics patrimoniaux afin d'accompagner les mutations du territoire et de pouvoir préserver autant que possible ce qui présente un intérêt patrimonial, historique, dans les projets d'aménagement de la Seine-Saint-Denis, puisque c'est un territoire qui est en mutation permanente et avec des mutations assez importantes et assez rapides. Donc, ce diagnostic patrimonial va permettre ensuite aux aménageurs de pouvoir prendre en compte les éléments
patrimoniaux, historiques, architecturaux de qualité tels donc, que ces halles ici en béton qui sont à l'image, tels que ce bâtiment administratif aussi, et va permettre donc d'accompagner l'évolution du projet. Surtout, pour nous, il va aussi permettre de réaliser un cahier du patrimoine. Donc, c'est une collection qui permet de présenter, restituer l'historique. Voilà, Antoine la montre à l'écran, ce cahier du patrimoine numéro 4 et qui permet de restituer au grand public l'intégralité de la recherche historique et d'en faire une première publication assez complète. Ce cahier du patrimoine est téléchargeable pour tous ceux qui souhaitent être informés de cette histoire sur l'Atlas du patrimoine qui permet de restituer l'ensemble des travaux du service. Donc ce premier élément de connaissance donne lieu donc à cette première publication. Et en 2016, il va y avoir aussi deux éléments nouveaux de valorisation pour nous qui vont être la publication d'une nouvelle collection à destination du grand public. Cette nouvelle collection Patrimoine inattendu se veut à destination d'adultes, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de niveau de connaissance préalable, et également d'adolescents, de collégiens qui pourraient le lire dans le cadre d'un projet patrimonial. Cette collection, donc Patrimoine inattendu, est composée d'un fascicule historique d'une dizaine de pages et surtout d'un outil de médiation à chaque fois qui est renouvelé, à chaque opus. Et pour l'usine Babcock et Wilcox, il s'agit d'une vue en perspective et en écorché, montrant le process industriel qui conditionne aussi la réalisation, la fabrication des différents ateliers qui sont présents sur site. Donc, c'était pour montrer combien l'architecture dépend d'une activité, dépend d'un process. Et donc, ici, le dessin, puisque nous avons fait appel à un dessinateur professionnel, Claude Héron, le dessin va participer à la compréhension du site et également à la valorisation de ce site. Donc, en 2016, toujours, ce fascicule de patrimoine inattendu va être très largement diffusé lors du festival de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Maison de la Culture qui est initialement à Bobigny et qui est en pleine réhabilitation et donc met en place un festival de sa saison théâtrale dans différents lieux en Seine-Saint-Denis. Et les grandes halles de Babcock, de par leur envergure, vont servir de lieu de représentation pour les spectacles de la MC 93. Et à l'occasion de l'ouverture de saison, une brochure du patrimoine inattendu sera remise à chaque personne qui viendra sur site pour assister à une représentation, et donc lui permettant de connaître l'histoire de ce site qui est pour le moment en 2016 euh, en attente de reconversion, en attente de projet. Donc, parmi les autres projets qui nous ont permis de valoriser cette usine, Babcock et Wilcox, nous avons souhaité aussi nous adresser au public scolaire pendant 2 années scolaires avec donc des parcours d'éducation à la ville qui sont des dispositifs de connaissance de la ville en mettant en relation des différents acteurs de la fabrication de la ville et de son patrimoine. Et donc, il y a eu 2 parcours d'éducation à la ville portés par les cultiveuses auprès des collèges de la Courneuve, le collège Jean Villard et le collège Raymond Poincaré, avec 3 classes, 2 classes de quatrième et une classe de troisième. Donc, ce sont des dispositifs assez longs qui sont d'une trentaine d'heures d'ateliers, des visites, des rencontres d'historiens, d'archivistes, d'aménageurs, d'architectes, et qui donnent lieu à des restitutions comme Antoine l'a montré à l'écran, donc une gazette qui a été réalisée par le premier établissement
d'un projet qui permettait de comprendre l'histoire, le patrimoine et la mémoire de ce site en mutation et surtout de mettre en relation des anciens de Babcock avec les collégiens et de leur permettre de rencontrer ces anciens témoins, de leur poser des questions sur leur vécu au sein de l'entreprise. Voilà. Et pour passer rapidement, le deuxième projet a mis en situation des collégiens sur euh, quel pouvait être le devenir de ce site et porté plus particulièrement sur l'architecture industrielle et ses mutations, son devenir. Dernier projet autour de Babcock et Wilcox. Donc, il a lieu dans le cadre de l'ouverture d'un tiers-lieu culturel dans le nouveau collège de La Courneuve, qui ouvrira donc en septembre 2025 aux collégiens et d'avril à juillet 2025, le département de la Seine-Saint-Denis a souhaité l'ouvrir à la population locale en proposant des expositions, des animations. Et donc, nous avons proposé une exposition sur Babcock et Wilcox, un patrimoine industriel devenu temple du street art. Donc, une exposition en plusieurs parties qui reprend l'histoire de l'usine, de l'entreprise, euh, une partie consacrée à son intérêt patrimonial et architectural remarquable, une partie dédiée à la vie dans l'entreprise, les luttes également syndicales et des employés, et toute une partie sur les transformations à venir de ce site industriel, ainsi que euh, l'implication de street artistes depuis 2020 dans ces halles abandonnées pour servir de lieu de création artistique regroupés au sein d'un collectif qui s'appelle la Babcoquerie et dont vous parlera plus spécifiquement Thomasine Zoller ensuite. Donc ce site qui est à la fois historique, patrimonial et culturel, permet de développer aussi, alors, pour les scolaires, pour les centres de loisirs, également pour les seniors, les anciens, pour qui l'ancienne usine Babcock est vraiment un lieu dont ils partagent encore de nombreux souvenirs, de développer deux ateliers, l'un mené par les cultiveuses, un atelier de découverte de l'architecture et du patrimoine industriel, où à partir de documents d'archives les participants et de photographies, les participants sont invités à créer leurs propres souvenirs photographiques pour sensibiliser à l'histoire de Babcock. Et puis un deuxième atelier mené par Thomasine Zoller et un street artiste, Meu et Monkeys, un atelier pour comprendre en quoi consistent les particularités donc des graphistes qui sont intervenus sur le site et comment ils ont pu s'inspirer aussi de cette ancienne usine, des traces qui perdurent encore sur ce site industriel et donc comment cela en a fait un outil de création pour eux, laisser libre à leur imagination et leur art. Donc voilà trois exemples pour différents publics de mise en valeur de cette ancienne usine et surtout pour accompagner ces mutations et en faisant intervenir également différents métiers, que ce soit le chargé d'inventaire, le chargé de valorisation, le médiateur, également des artistes et pour donc valoriser le site et faire en sorte de mieux le faire connaître et de mieux le préserver. Merci beaucoup Magali. Je pense que c'est un super exemple de tout ce dont on essaie, pardon, je vais réussir de parler autour de cette table ronde en termes de valorisation auprès des publics, des différents outils qui ont été développés et également de tous les partenariats qui ont été mis en place puisque tout le monde avait des casquettes très différentes, bon avec pas mal de points communs, mais ça a permis de créer toutes ces dernières années en tout cas de très beaux objets autour de ce patrimoine
patrimoine industriel. Là, ce que je vous propose, alors on reviendra à Babcock avec Thomasine, qui nous parlera un petit peu de la Babcockerie et du coup de toute la dimension graffiti qu'il y a eu autour de Babcock Wilcox. Mais là, pour le moment, on va enchaîner donc avec Antoine Furiot, qui va nous parler d'un autre site industriel de la Seine-Saint-Denis. Bon, vous l'aurez compris, on aurait pu aussi choisir d'autres sites. Il n'y a pas que des sites industriels en Seine-Saint-Denis, mais la reconversion industrielle est aujourd'hui un sujet. Alors pas qu'en banlieue, hein. J'imagine que c'est un petit peu partout là où on trouve des sites. Mais Antoine va vous en présenter un nouveau qui est aussi un parfait reflet, je trouve, de la manière dont bouge le territoire actuellement. Merci Clara, bonjour à toutes et tous. Merci Magali également pour ta présentation. Je me présente rapidement, Antoine Furiot, donc je suis dans le même service que Magali, service du patrimoine culturel au département de la Seine-Saint-Denis. Je suis chargé d'inventaire du patrimoine culturel, donc plutôt une mission de recherche, d'alimentation d'une base de données sur l'Atlas du patrimoine notamment, mais j'ai également dans mes missions un volet médiation. Et donc, je conduis, j'appuie Magali dans l'élaboration et la construction d'outils de médiation. Et j'ai pu voilà, suivre et monter ce projet sur l'ancienne savonnerie et parfumerie LT Pivert qui se trouve à Aubervilliers. Un projet qui a débuté en 2022 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Et nous avions en 2022, au moment où une résidence artistique prend place dans cette ancienne usine de parfumerie, à savoir la structure Push, hein, qui accueille sur le site 260 artistes en résidence. En 2022, au moment où la résidence prend place, on a tout de suite l'idée de pouvoir travailler avec eux, avec un triple objectif à l'échelle du service. Un objectif d'abord de recherche, hein, donc ma mission chargée d'inventaire, puisque jusqu'en 2022, l'ancienne parfumerie, qui avait déjà cessé son activité en 1974, donc depuis près de 40 ans, eh bien, c'était un site malgré tout qui était resté assez peu accessible au public, ni aux chercheurs, donc un lieu plutôt confidentiel. Et à la faveur d'une bonne collaboration passée entre Manifesto, qui est l'entité un petit peu qui a intégré Push, enfin tout du moins qui a donné naissance à Push, compte tenu des bonnes relations passées qu'on avait avec eux, l'idée était de pouvoir enfin avoir accès à ce site qui nous était fermé depuis longtemps. Donc, première entrée, celle de la recherche. Donc, on va pouvoir enfin accéder à un site qui nous était fermé et donc mieux le découvrir, mieux le connaître, croiser cette découverte du site avec des recherches en archives et puis aussi d'alimenter de nouvelles entrées thématiques que l'on développe au sein du service, et notamment celle de la place des femmes dans l'industrie, sachant que l'industrie de la parfumerie, au même titre que l'industrie textile, occupe une main-d'œuvre féminine très importante. Les deux tiers, hein, des effectifs dans l'industrie de la parfumerie et la savonnerie sont occupés par une main-d'œuvre féminine. Donc, accès à un site, creuser sa connaissance architecturale, sa connaissance historique, mais également pouvoir approfondir une autre dimension qui est celle des femmes dans l'industrie. Deuxième objectif pour nous, c'était aussi de travailler à la sensibilisation. C'est-à-dire que l'ancienne usine, elle a un propriétaire, la société de la Tour Eiffel, qui avait un projet, qui a toujours un projet d'aménagement sur le site. C'est d'ailleurs c'est profitant de ce temps un peu de définition plus précis du programme qui se développera sur le lieu que la société de la Tour Eiffel, alors à ne pas confondre avec la société de gestion de la Tour Eiffel, hein, c'est la société de la Tour Eiffel, c'est une grande foncière, si vous voulez. Donc le temps qu'ils définissent le programme, ils ont confié la gestion et l'animation du site à Push. Donc dans ce laps de temps,
compte tenu du fait qu'on avait enfin accès, l'idée était aussi de pouvoir sensibiliser le propriétaire à la valeur patrimoniale de cet ensemble, le nourrir de ce qu'on peut découvrir en termes de valeur historique, de valeur architecturale, de valeur urbaine et paysagère. Donc, réellement, essayer de pouvoir accompagner le maître d'ouvrage dans sa réflexion sur la transformation du site. On avait également l'idée de pouvoir sensibiliser les artistes en résidence à cette dimension historique et architecturale, voire cette dimension olfactive et sensitive, sans orienter leurs travaux, sans orienter leurs réflexions, mais simplement de leur apporter un complément de compréhension de l'histoire de ce site, de compréhension de son histoire, de son architecture, peut-être également de faire l'articulation entre ce site-là et le territoire dans une démarche oui, de sensibilisation. Donc un deuxième volet sur la sensibilisation. Le troisième objectif qu'on s'était fixé, il était réellement axé sur celui de la médiation, avec l'idée et profitant d'avoir un site, une ancienne parfumerie et savonnerie, de pouvoir développer toute une médiation sensitive autour des odeurs et parfums. Donc de développer un travail de médiation olfactive, pas exclusivement s'appuyant sur les parfums, qui est plutôt une démarche aujourd'hui commune et assez simple, mais aussi de pouvoir creuser sur les odeurs de l'industrie. Lorsqu'on travaille dans une usine de parfumerie, on a les odeurs des essences, on a les odeurs, les bouquets de parfums, mais on a aussi tout ce que peut émaner l'usine en termes d'odeurs peut-être moins salubres, donc les odeurs du charbon, les odeurs de la graisse, les odeurs de machines, les odeurs des ateliers. Et c'était cette double approche que l'on voulait développer dans cette médiation sensitive, puisque c'est aussi ça, de travailler sur un patrimoine industriel, et notamment en banlieue, mais on retrouve ailleurs, hein, c'est de pouvoir travailler sur l'immatériel et de se mettre à la place, non pas, enfin pas exclusivement de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui travaillent dans l'usine, mais aussi du riverain, de l'habitant, à l'époque où l'usine fonctionnait. Donc, quelles étaient les odeurs qu'émanait l'usine. Et deuxième objectif de médiation, c'était aussi de pouvoir croiser les publics. On a à la fois nos publics amateurs ou professionnels du patrimoine qui sont sensibles aux démarches qu'on peut engager, donc avec beaucoup d'appétence sur l'histoire et l'architecture du territoire, et puis les publics de l'art contemporain. Savoir comment, à l'occasion d'une médiation in situ, on peut également faire venir plutôt les amateurs d'art contemporain qui ont plus l'habitude de visiter les expos qui sont présentés par Push ou de rendre visite aux ateliers, aux artistes présents sur place que d'assister à une découverte du lieu. Donc voilà, ces trois objectifs qui étaient fixés. Alors comment on a poursuivi? Ben, un peu comme Babcock, hein, il y a d'abord toute une démarche de documentation qui est réalisée. Donc en l'occurrence par moi, assisté en collaboration avec une historienne de la parfumerie qui fait partie du conseil scientifique de l'Osmotech, qui a produit une synthèse sur les origines de la maison LT Pivert pour mieux la connaître. On s'est également appuyé sur l'entreprise qui existe toujours. Alors, elle n'est plus à Aubervilliers, elle est aujourd'hui à Chartres, dans la Cosmétique Valley. Donc, l'entreprise existe toujours, elle produit toujours des parfums. Et donc, un premier partenariat qui est établi avec la maison LT Pivert pour qu'elle puisse nous ouvrir ses archives, d'une part, mais aussi qu'elle puisse nous faire découvrir ces parfums, ces fragrances, la manière dont les styles, les goûts ont évolué au sein de la maison, pour concevoir également des parfums de l'usine, enfin les odeurs de l'usine. On s'est associé dans un partenariat de mécénat avec la maison de composition Givaudan, qui a mis à disposition un parfumeur, Yann Vanier, qui a conçu deux odeurs, deux fragrances
deux interprétations, ce ne sont pas des restitutions fidèles, mais deux interprétations des odeurs d'un atelier de saponification, donc fabrication des savons, et une autre fragrance sur les odeurs de l'usine en ville. Donc, sur la base de ce partenariat, on a pu également solliciter un prestataire, à savoir le Studio Magique, qui est spécialisé dans la médiation olfactive, qui nous a aidé à concevoir nos outils de médiation et également nos balades, ou plutôt découvertes olfactives, puisque comme pour Babcock, le premier support que nous avons réalisé, c'est ce dans la collection Patrimoine inattendu, l'opus numéro 4, qui est consacré à la parfumerie LT Piver. Comme pour Babcock, vous avez un livret un peu sur l'histoire du site et puis la singularité, donc comme le soulignait Magali, c'est de toujours pouvoir également y associer un support un peu innovant, un carnet des senteurs qui comprend à l'intérieur 5 cartes parfumées à découverte de 3 parfums un peu emblématique de la maison LT Piver et deux autres cartes qui correspondent aux créations de Yann Vanier, donc de la maison de composition Givaudan. Donc ça, ce sont des supports qui sont distribués gratuitement au public qui assiste d'une part à nos balades, puisque le deuxième outil de médiation, c'est cette série et tout ce programme de découverte patrimoniale et olfactive qui se font à deux voix. La voix d'un historien, d'une historienne pour l'histoire de la maison LT Piver et la découverte du site dans sa configuration architecturale, et puis une experte parfum qui vient plutôt apporter eh bien, son approche sur l'évolution à la fois dans les systèmes, les manières de concevoir, de fabriquer les parfums, l'évolution des styles et des goûts, et qui présente les 3 parfums de la maison LT Piver. Les brochures, elles sont également mises à disposition du public qui vient visiter les expositions sur le site Push, puisque tous les 2 mois, il y a une grande exposition qui présente les œuvres des artistes en résidence, et c'est l'occasion aussi de pouvoir distribuer ce type de support, donc pour le public qui n'est pas forcément le public traditionnel du patrimoine culturel. Donc ce projet, comme je vous le disais, il se poursuit encore aujourd'hui, avant le départ de Push, puisque Push est amené à quitter le site d'ici à septembre. On conduit les dernières visites pour l'été. Euh, voilà pour vous présenter très rapidement le projet. Je n'ai pas insisté sur l'historique, mais je vous invite également, pour en savoir plus, à consulter l'Atlas du patrimoine et de l'architecture de la Seine-Saint-Denis, où vous aurez également, comme pour Babcock, un opus dédié, un cahier du patrimoine spécifique sur l'histoire de Pivert, une fiche Atlas bien nourrie, et puis éventuellement de venir assister à nos dernières balades. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que certaines ont quelques remarques à faire ou des questions? C'est aussi possible de le faire à ce moment-ci de la table ronde. Si ce n'est pas le cas, on va cette fois-ci sortir un petit peu du patrimoine industriel, bon, même s'il y a toujours un lien tout de même, mais avec Chiara, on va avoir l'occasion de parler d'une action qui a été menée par Pleine Commune au moment de Paris 2024 en bord de canal. Mais avant ça, Chiara, je te laisse présenter un petit peu ta collectivité. Bonjour à toutes et à tous. Merci Clara pour cette invitation. Je m'appelle Chiara Infantino et je travaille à la direction de la stratégie culturelle, du patrimoine et du tourisme à Pleine Commune. Et j'occupe un poste de chef des projets. Donc, dans ces cadres, je pilote et je coordonne des projets de valorisation des patrimoines à l'échelle de l'intercommunalité
Tout d'abord, pour vous situer géographiquement, voici une carte de Plaine Commune, donc 450 000 habitants. C'est une collectivité territoriale qui regroupe 8 villes dans le nord parisien. C'est basé à Saint-Denis et c'est l'un des établissements publics territoriaux de la Seine-Saint-Denis. Notre collectivité exerce la compétence tourisme et c'est également un territoire labellisé Ville et Pays d'Art et d'Histoire depuis 2014 et pour la politique de sensibilisation au patrimoine que nous portons. Mais je vais me concentrer sur un secteur très, très, très précis, le canal Saint-Denis, qui relie Paris 19e à donc la rotonde de la Villette à la Seine, en passant par les villes de Aubervilliers et Saint-Denis. Et je vais vous parler d'une mission de médiation que nous avons élaborée dans le cadre de la préparation du territoire aux Jeux Olympiques de Paris pour accueillir les très nombreux visiteurs et passants venus voir les compétitions. Il faut savoir que les canals Saint-Denis est vraiment pour le territoire un accès stratégique parce qu'il représente vraiment une porte d'entrée du territoire depuis la ville de Paris. Et pendant les Jeux, le canal permettait l'accès pratiquement direct à deux sites des compétitions, le Stade de France et les centres aquatiques olympiques. Et donc, dans ce contexte de préparation du territoire à l'accueil des JO, la collectivité avait demandé à ses agents de s'investir, s'ils le souhaitaient, dans des missions de renfort jugées nécessaires dans une période de ferveur, de très forte activité, les buts étant d'assurer les bons déroulements de ce méga événement de cet été et intervenir un peu en soutien des directions qui connaissaient une charge particulièrement accrue de leur travail. Et donc, plusieurs missions et plusieurs programmes ont été identifiés, définis dans ces cadres de préparation aux JO. Et au-delà des programmes des ambassadeurs, de l'accueil des délégations, de l'organisation opérationnelle, logistique, notre direction a défendu l'intérêt de mener une mission d'accueil des publics pour contribuer à la valorisation du patrimoine culturel et artistique du territoire, parce que on savait qu'on s'attendait des pics de fréquentation vraiment très importants à proximité du Stade de France et du Centre aquatique olympique où il y avait les épreuves d'athlétisme, de rugby à 7, des plongeons, natation artistique, etc. Et donc, on a vraiment identifié les canals Saint-Denis comme un secteur très intéressant à la fois d'un point de vue patrimonial et paysagère à valoriser, un secteur investi par des projets artistiques, un secteur doté des nouveaux aménagements urbains et sans doute concerné par ce passage particulièrement important des visiteurs pour les JO. On a estimé après les JO qu'il y avait entre 15 000 et 30 000 personnes qui ont déambulé quotidiennement le long du canal pendant la semaine des JO pour vous faire comprendre un peu vraiment l'impact des JO sur cette semaine. Et donc, dans ce contexte, on a conçu un dispositif de médiation qu'on appelait Culture Brac. Et donc, ça consistait à des visites express à proposer sur l'espace public à destination des visiteurs des JOP, mais bien évidemment aussi à destination des résidents et des passants et des toutes personnes intéressées. Donc, l'objectif était vraiment de s'adresser au public intéressé, de les situer, de faire comprendre où on était, parce que très souvent, ils ne savaient pas du tout qu'on sortait de Paris, qu'on était sur les territoires des Saint-Denis et des plaines communes. Et notre objectif était de faire connaître trois volets, donc l'histoire du canal, son patrimoine industriel et fluvial, les transformations et les aménagements urbains que les canals a eu dans cette phase de préparation aux JO. Il y a deux nouvelles passerelles qui ont été construites la veille des JO, des pistes cyclables, les berges ont été aménagées. Et dernier point, on voulait faire connaître aussi les parcours artistiques portés par Pleine Commune, la Street Art Avenue et les Victoires, qui se trouvent vraiment le long du canal. Bien évidemment, on n'avait pas vocation de faire quelque chose d'exhaustif, mais les buts étaient de donner quelques clés de lecture et de valoriser un peu le territoire et profiter de cette présence massive pendant les JO. Et donc, suite à des repérages, on a identifié trois endroits stratégiques pour mener ces médiations.
Et comme peut-être dans la slide d'avant, juste, voilà, effectivement, on a un tour réalisé et touché, on a réalisé 252 visites et touché environ 630 visiteurs. Et surtout, et c'est ça le point que je souhaitais vraiment partager avec vous, en fait, il y a eu 22 agents de la collectivité qui ont été mobilisés, qui ont choisi de manière volontaire de s'investir et rejoindre ces projets sur la base de leur intérêt ou appétence personnelle. Et donc, tu peux passer à la slide d'après, Clara, merci. Donc, c'est pour eux qu'on a organisé des séances de formation pour organiser, pour un peu expliquer les enjeux et l'objectif du projet, mais surtout les former au contenu de la visite qu'on a élaboré, donc les former à l'histoire du canal, aux transformations urbaines, au parcours artistique. Et on a surtout organisé aussi des visites in situ pour faire en sorte de présenter sur place les points d'intérêt, de aussi comprendre quelle posture on pouvait avoir. Face à des visiteurs. Et après la semaine et la période des JO, on a soumis aux médiateurs et médiatrices des questionnaires pour un peu dresser un bilan de l'opération. Et donc, c'est ça que j'aimerais partager avec vous. En fait, on a pu constater l'intérêt de collègues qui d'habitude n'ont aucun échange avec les publics de se retrouver sur les terrains. En fait, il faut savoir qu'il y avait vraiment des collègues qui venaient de plein de directions différentes, de l'espace public, de l'informatique, de la direction de l'emploi. Donc, c'était très intéressant de collecter leurs retours et sur le fait, en fait, qu'ils ont pu expérimenter ce contact avec le public, le plaisir de sortir du cadre habituel de leur mission et de leur périmètre, faire une expérience terrain dans une ambiance vraiment bienveillante et festive comme ça l'a été cet été les JO. Et après, d'un point de vue, disons, de limite du projet, sans doute on a pu constater, les projets étaient construits sur un délai très restreint. On était trois chefs projets à coordonner un peu la création de ces programmes. On y a travaillé juste en quelques mois, donc il y a eu vraiment un investissement humain qui a été important pour un projet qui a eu quand même une durée limitée et que c'est bien déroulé dans des conditions particulières et qui probablement ne se reproduiront jamais. Donc la question qu'on s'est posée après cette expérience, c'était vraiment la manière de réussir à capitaliser une expérience similaire et potentiellement comment faire revivre, mais de manière un peu différente, en sachant que voilà, le contexte vécu pendant les JO n'a pas vocation à se reproduire. Voici de mon côté. Merci beaucoup, Chiara. En tout cas, c'est vrai que là, on l'avait un petit peu moins peut-être explicité avec Pivert et Babcock, mais effectivement, au vu de ce qui s'est passé l'été dernier avec Paris 2024, c'est beau aussi de voir que la médiation a été mise à l'honneur dans un moment comme celui-ci, et c'est assez impressionnant le nombre de personnes aussi que vous avez pu accueillir. Bon, moi, j'ai des questions, mais on va attendre la fin. Bon, on a pris un petit peu de retard, mais Thomasine, sois tranquille, prends le temps qu'il te faut pour présenter la Babcockerie, puisque même si on en revient là à Babcock and Wilcox, vous allez voir que le regard de Thomasine sur le site est très différent de ce que Magali a pu présenter et nous montre encore une fois à quel point il est important de mêler médiation à également pratiques artistiques et à la parole des artistes. Thomasine, je te laisse y aller. Alors, je pense que ton micro, hop, voilà. Là, on C'est bon? t'entend Allô? maintenant. C'est bon. Oui, on D'accord. t'entend. Bon, personnellement un petit souci de connexion, donc je ne vois pas l'écran. Mais bon, Clara, je compte sur toi pour suivre selon le discours, mettre les bonnes slides au bon moment. Donc oui, moi je me présente, donc Thomasine Zeller, je suis donc guide conférencière indépendante et historienne de l'art. Et moi je vais suivre en fait Babcock à partir de 2020, au moment où une résidence informelle va être mise en place, donc de 2020 à 2022.
Quand je dis une résidence informelle, c'est en fait une résidence artistique qui va avoir lieu où des artistes vont s'introduire dans Babcock. Donc, c'est principalement des graffeurs au départ qui rentrent dans le bâtiment et qui vont vraiment réaliser une résidence sans avoir conscience que c'en est une au départ. Ils vont inviter d'autres artistes à peindre à leur côté et tout ça sans aucune subvention, sans aucun financement, vraiment en usant du système D. Moi, j'arrive sur site à partir de 2021. J'avais entendu parler du lieu parce que des amis artistes m'avaient parlé de cette usine abandonnée qui était encore peu investie à l'époque. Il y avait une trentaine d'artistes seulement qui s'étaient introduits à l'intérieur. C'est vraiment à l'initiative de trois d'entre eux qui vont inviter les autres à peindre à leur côté. Et donc, je vais me rendre sur place. Au début, c'est vraiment toute une période de ce qu'on va appeler de l'urbex, c'est-à-dire d'exploration urbaine qui va se développer. Donc, pour explorer ce bâtiment, donc c'est souvent l'urbex, c'est l'exploration de bâtiments abandonnés, difficiles d'accès, souvent liés au patrimoine industriel, justement. C'est des artistes qui cherchent des lieux un peu hors du temps, qui cherchent des endroits où ils peuvent produire sans être dans l'urgence de la rue ou dans la peur d'être repassés très rapidement, puisque dans ce genre de lieu, eh ben, comme son nom l'indique, hein, ils sont en partie abandonnés, donc il y a peu de passages, donc peu de risques de recouvrement, etc. Après avoir visité le lieu une première fois, je vais être contactée par les services de la mairie de La Courneuve pour pouvoir réaliser une visite qui mêle à la fois patrimoine industriel et art urbain. Donc de là va commencer tout un travail de recherche de mon côté, où je vais passer mes matinées en fait aux archives, que ce soit les archives municipales ou nationales, pour aller chercher des informations, notamment lire toute la documentation qui avait été faite par le département et les rédactions, les cahiers du patrimoine dont on a déjà précédemment parlé avec Antoine Furiot et Magali. Et l'après-midi, je vais me rendre sur site donc pour aller voir les artistes et les productions qui sont en cours. Euh, Très vite, on va avoir l'idée d'ouvrir le lieu au public et c'est des choses qui, selon moi, sont une première en France, en fait, d'arriver à ouvrir un lieu au public qui n'est pas destiné à l'être au départ. C'est-à-dire les œuvres qui ont été réalisées in situ n'étaient pas faites par les artistes pour être vues, si ce n'est sur leur compte Instagram. En fait, c'est pour faire connaître leur travail dans ces lieux difficiles d'accès. Ils vont communiquer via des photos, via des vidéos, en fait, via tout un travail d'archives. Mais en général, ces lieux, pour des raisons évidentes de sécurité et souvent aussi d'assurance, donc d'argent, ne peuvent pas ouvrir aussi facilement au public. Et donc là, je vais commencer à opérer un travail de médiation au sens large, c'est-à-dire rencontrer tous les différents acteurs autour de Babcock, que ce soit donc la mairie, le département, mais également les promoteurs immobiliers donc en charge de la réhabilitation du site, ou encore la Banque de France qui est installée donc juste en face, pour commencer à réfléchir à donc une ouverture au public, mais aussi tout un travail de valorisation du site. Les toutes premières visites qui vont avoir lieu, donc on sort du confinement à ce moment-là. Donc je vous ai dit, on est en 2021. Donc Clara, si tu peux montrer, si tu as la toute première image. Donc voilà, la toute première visite qui est organisée, ça va vraiment être réalisé par le service des arts plastiques et du patrimoine de la ville de La Courneuve. On était limité vraiment à un nombre très restreint de personnes. Si je me souviens bien, on était dizaines de personnes au max. Tout le monde devait avoir des casques de chantier, des chaussures de sécurité. Pour avoir bien visité le lieu, j'ai repéré aussi les espaces pour pouvoir faire en fait tout un parcours, ne pas passer par exemple sous les verrières où certaines menaçaient de s'effondrer. Enfin, c'était vraiment une espèce de mise en scène, de valorisation de travail d'urbex. Et petit à petit, donc il y a eu aussi des discussions avec les artistes parce que les artistes n'étaient pas forcément tous favorables à l'ouverture au public au départ. Ils avaient un petit peu peur aussi, selon certains sujets qui avaient été représentés, de la réception du public. Et finalement, bon, tout va très bien se passer. Et au moment de l'arrivée des promoteurs, quand ils rachètent le lieu et qu'ils arrivent officiellement sur site, donc en fait, ils vont remporter un appel à projet en 2017 qui s'appelait Réinventons la métropole. Et c'est à partir de ce moment-là que les promoteurs vont commencer à faire tout un travail de réhabilitation du site, mais ils vont vraiment signer les documents à partir de 2022. Or, la résidence, comme je vous disais, va avoir lieu de 2020 à 2022 par ces artistes. Donc, on va entamer de nouveau des discussions avec les promoteurs
pour leur expliquer l'importance d'ouvrir au public, mais de manière plus grande que ce qui avait été réalisé avec la ville de La Courneuve jusqu'à maintenant. Parce que ces visites étaient donc limitées en nombre de personnes, mais aussi limitées en termes de visites. Elles avaient lieu dans le cadre très spécifique, par exemple des journées européennes du patrimoine ou alors des journées de l'architecture. Donc il y avait vraiment eu, ça se compte sur les doigts d'une main, en fait, le nombre de visites qui avaient eu lieu pendant ce temps-là. Et avec l'arrivée des promoteurs, donc, on va réussir à ouvrir de manière plus grande. Le site va être en partie nettoyé, notamment les décombres qu'il y avait au sol. Un nouveau parcours va être proposé où on ne pourra pas visiter tous les espaces, mais un lieu vraiment sécurisé par notamment tout ce qui va à la sécurité sur place, etc. Et on va ouvrir donc au début dans le cadre des Journées du patrimoine, mais on va réussir à élargir beaucoup plus et à ouvrir 4 mois de visite. Donc les visites étaient vraiment au départ dédiées pour les week-ends au grand public, mais en semaine, elles étaient réalisées pour les associations du quartier, les scolaires, les riverains, les foyers, etc. Donc l'idée était vraiment de croiser aussi les publics et de mélanger aussi tous ces publics. Donc nous avions des gens qui venaient parce qu'ils étaient très intéressés par le patrimoine industriel et notamment par cette architecture remarquable dont on a déjà parlé, mais nous avions aussi tout un pan de visiteurs qui eux étaient vraiment fans d'art urbain et qui venaient pour voir toute cette résidence artistique qui avait été faite à l'intérieur. Donc, il y a vraiment eu un mélange des publics qui a été très intéressant, même aussi pour nous guides. Au début, j'ai commencé seule ces visites et puis très vite, quand le nombre donc est passé à 4 visites par semaine, comme je vous disais, j'ai été accompagnée par des amis artistes qui avaient peint à l'intérieur, donc des membres de cette résidence, mais également d'autres guides conférenciers qui étaient spécialisés, je pense notamment à Meux, qui est artiste et guide conférencier. Et donc, ça va être des visites qui vont être tout aussi enrichissantes pour nous, guides, que pour les visiteurs. C'est-à-dire que parmi ces visiteurs, nous avions d'anciens membres, enfin, des familles d'anciens ouvriers qui vont nous raconter plein d'anecdotes en fait hyper intéressantes sur la vie ouvrière qu'il y avait, sur les conditions de travail, etc. Et qui vont même parfois faire des rapprochements avec certaines pratiques justement artistiques, notamment les graffeurs, les conditions dans lesquelles ils se sont introduits à l'intérieur, les difficultés qu'ils ont eues et la dangerosité aussi pour rentrer et pénétrer à l'intérieur de ce lieu qui était donc, comme je vous dis au départ, totalement interdit. On va aussi avoir des familles d'artistes qui vont venir, notamment pour ceux dont la pratique est dite vandale, donc c'est-à-dire ceux qui peignent dans des lieux sans autorisation ou sur du mobilier roulant comme le métro par exemple, où ils n'ont pas l'occasion de voir les travaux de leurs enfants. In situ. Là, c'était vraiment une première pour eux de pouvoir voir ces œuvres directement sur place. Quand je dis que c'est une première en France, il existe en fait plusieurs expositions depuis les années 2010 où vous pouvez visiter des lieux qui ont été envahis par des artistes, des lieux en phase de réhabilitation ou de bâtiments qui vont être abandonnés. Mais le cadre n'est pas du tout le même. Derrière, vous avez souvent en fait un curateur, euh, les artistes sont sélectionnés alors sur des appels à projets ou autres. Enfin, alors que là, c'est absolument pas le cas. Une fois de plus, je vous dis, ils se sont introduits de manière informelle à l'intérieur. Et c'est ce travail-là qu'on va montrer. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à montrer, c'est aussi l'essence même de ce que représente le graffiti. Ces visites ont aussi été possibles par le fait que tous les acteurs ont discuté ensemble et on va avoir des facilités pour pouvoir ouvrir. Magali l'a précisé, les 3 derniers maires de la Courneuve ont travaillé à Babcock et ont commencé leur carrière syndicale justement et politique dans les syndicats pardon, des ouvriers et des employés. Et bien là, c'est la même chose. Gilles Poux, qui est donc le maire actuel, a travaillé comme dessinateur industriel à Babcock. Donc il avait lui-même un intérêt pour ce bâtiment, euh, un, un, un attachement en fait personnel qui va faciliter les discussions qu'on va avoir pour pouvoir ouvrir, mais également le fait que le site de la Banque de France, qui est donc installé juste en face, je crois que vous avez une photo, si tu peux montrer Clara, Oui, je fais ça tout de suite. où en fait vous verrez, donc là c'est une photo où on est en extérieur du bâtiment, donc dans le cadre des Journées du patrimoine, vous avez en face en fait des grilles qui donnent accès à l'ancien bâtiment
du siège social en fait de l'entreprise qui va être réhabilité, qui va être racheté par la Banque de France. Et donc en fait, la Banque de France se situe sur l'ancien site industriel de Babcock. Et alors là, pour le coup, c'était assez drôle de voir le paradoxe entre le bâtiment poussiéreux de Babcock qui a plus d'un siècle d'existence et ce bâtiment ultra moderne qui date de 2018 avec qui représente en fait un des plus gros coffres-forts d'Europe avec des caméras de surveillance, voilà, toute une série de sécurisations ultra performante d'avoir voilà, ces deux bâtiments l'un face à l'autre. Euh, pour pouvoir valoriser du coup ce site, déjà avec les visites, ça va nous permettre de revenir donc sur le patrimoine industriel, mais également sur le patrimoine de l'art urbain, revenir en fait sur le vocabulaire, sur les différentes démarches, sur l'histoire de ce mouvement et différentes valorisations en fait vont être mises en place par la suite. Donc les visites, comme je vous disais, mais également il y a une vidéo qui va être faite par un artiste qui s'appelle Sto, donc qui était un des premiers à investir le bâtiment et qui a l'initiative en fait de cette résidence avec Zcore et Namasté, donc les trois qui vraiment vont inviter les autres. Cette vidéo, si on a le temps, on montrera un petit extrait, mais sinon Clara vous partagera dans le chat le lien pour pouvoir la voir. Elle est en libre accès sur YouTube. Et on va également avoir d'autres types de valorisation. Nous allons très vite avoir l'idée avec les artistes de rédiger un livre qui pourrait revenir sur toute l'histoire en fait de cette résidence. Nous sommes allés en fait un peu au culot en parlant au départ à la mairie, puis aussi au département, et en se disant que tout ce travail qui, pendant 3 ans, donc de 2020 à 2022, artistique qui est fait à l'intérieur, qui est fait sans financement, et bien là, pour pouvoir faire le livre, on voulait justement qu'il y ait un financement derrière. Donc, on va aller un peu au culot à taper les portes aux différents endroits pour parler du projet et on va bénéficier en fait de mécénat. Que ce soit de la part donc, des deux promoteurs immobiliers, Emerich de la compagnie de Falsbourg, qui sont à l'origine de la réhabilitation donc du bâtiment, mais également la Banque de France, qui du coup, historiquement, en s'installant sur ce site, a un lien fort avec Babcock, mais également aussi avec le département, dont Antoine Furiot, ici présent, va rédiger toute la première partie, l'historique sur l'histoire de ce patrimoine, de ce bâtiment. Donc le livre est en cours actuellement, on espère une sortie fin 2025, début 2026 si tout va bien. Donc voilà, ces valorisations du site, je vous ai dit donc par les visites, la vidéo, le livre, mais nous allons également aussi par la suite organiser des ateliers. Donc c'est les ateliers dont Magali vous a déjà parlé au sein de ce 4e collège à la Courneuve, ce lieu en friche. Mais on va également avoir une numérisation du lieu qui va être faite. Alors là, c'était quelque chose que nous espérions, mais que nous n'osions, enfin vraiment dont nous rêvions en fait, mais que nous n'osions espérer parce qu'on sait très bien qu'une numérisation en 3D, c'est quelque chose qui a un coût. Et en fait, là, à notre grande surprise, AGP, donc Art, Graphisme et Patrimoine, qui est une entreprise qui valorise justement les sites, plutôt les sites historiques d'ordinaire, liés au patrimoine historique. Par exemple, c'est eux qui ont numérisé Notre-Dame et notamment avant que Notre-Dame, le toit de Notre-Dame parte en feu. Donc, ils ont la numérisation à l'identique, enfin, de ce qu'était le jumeau numérique de ce que c'était avant. Ils vont se rendre sur place, nous contacter, moi et les artistes, pour nous demander s'ils peuvent venir faire cette fameuse numérisation. Donc, la numérisation a été faite. Bon, malheureusement, nous avons essayé d'avoir des soutiens financiers que nous n'avons pas pu avoir pour cela. Donc, nous ne savons pas encore ce que nous allons pouvoir faire de cette numérisation, mais les membres d'AGP ont tenu à la réaliser quand même, même sans financement, parce qu'ils sont vraiment tombés amoureux de ce lieu et de cette histoire, et ils ont compris en fait l'importance de garder une archive en fait de cette histoire, parce que le lieu donc est réhabilité comme on l'a dit, mais il n'y a pas que l'importance de ce patrimoine historique, il y a également ce patrimoine d'art urbain qui, souvent par définition, est un art éphémère, puisque souvent fait dans la rue ou dans des lieux comme celui-là qui disparaissent au fil du temps. Mais c'est toute une histoire en fait qui disparaît avec. Et si on n'a pas ce travail d'archive, eh bien, tout un pan de l'histoire peut passer sous silence. De nos jours, il y a différentes structures qui commencent à réfléchir justement sur ce travail d'archive. Et AGP développe donc toute une nouvelle voie avec ce patrimoine qu'ils appellent le patrimoine invisible un peu, qui et donc Babcock est leur premier exemple. Donc ça leur permet eux aussi de pouvoir chercher plus tard et pouvoir présenter en fait ce qu'ils ont fait pour compléter ce travail d'archivage de ce patrimoine industriel et aussi lié à la rue urbaine.
Euh, Dans les visites, donc je vous ai parlé, il y a une chose que j'ai oubliée, on va aussi essayer de croiser différentes sortes de publics et travailler avec le public dit du champ social. Et notamment la toute dernière visite que nous allons réaliser sur place, je vais en parler en fait à des amis interprètes en langue des signes. Et nous avons réalisé une visite. On n'a pas pu en faire plusieurs malheureusement parce que, une fois de plus, pour des raisons de budget. Là, c'était pas non plus un guide qu'il fallait rémunérer, mais un guide plus les interprètes. Donc voilà, le budget n'est plus le même. Mais on va réussir au moins à en faire une en mélangeant en fait le public entendant et malentendant. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment voilà, de développer en termes de médiation pour accueillir le plus de personnes possible et aussi croiser les regards. Voilà pour le petit tour sur la babcockerie. Ah oui, une chose, donc le terme de babcockerie, en fait, bon, comme vous devez l'entendre, est une contraction en fait du nom de l'entreprise, donc les usines Babcock et Wilcox. Donc, ils ont repris le terme de Babcock et les artistes ont mélangé avec le terme de piraterie. Donc babcockerie vient de là pour en fait instaurer tout le travail qu'ils ont fait de manière justement pirate sur place, puisqu'avec aussi l'arrivée des promoteurs, il y a tout un travail de d'urbanisme transitoire qui est mis en place avec l'invitation d'artistes et d'urbanisme transitoire, d'événements, etc. Et ces artistes ayant peur aussi d'une certaine forme de récupération vont essayer d'asseoir en fait ce travail en créant donc cette entité de la babcockerie qui n'est pas tout à fait un collectif, qui est vraiment plutôt le terme de cette résidence. Et ils vont également créer un site Instagram sur lesquels voilà, ils peuvent être contactés et en publiant des photos et de tout le travail qui a été fait. Peut-être, si on a le temps, si on peut montrer un petit extrait justement de cette vidéo, Oui. ça vous permettra de vous vraiment de prendre conscience de l'ampleur du lieu et du travail qui a été fait. Avant qu'on passe à la vidéo, comme on a déjà dépassé un petit peu le temps donné, est-ce que certaines d'entre vous ont des questions? euh, qui est là à poser à Thomasine, mais également à Chiara, à Antoine, à Magali. Je sais que le chat a déjà été utilisé. Merci Chiara d'avoir répondu en direct. Mais si certaines préfèrent poser des questions de vive voix, sachez que il est possible de le faire. Moi, j'avais une question, Thomasine, à propos de la médiation. Là, tous les quatre, dans tout ce que vous avez présenté, on voit très bien à quel point chacun de ces projets de médiation culturelle ont mêlé des disciplines. Enfin, la médiation a vraiment fait le pont entre la mémoire ouvrière, le graffiti, l'architecture industrielle. Enfin, tout a un petit peu été mêlé et la médiation après a été utilisée justement pour s'adresser à des publics, faire découvrir cette histoire. Et toi, Thomasine, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit qu'en fait, au point de départ, il n'était pas du tout question que les portes Mm. de Babcock s'ouvrent au moment où vous allez faire, après par la suite, les visites guidées. Et tu as dit que les artistes non plus n'étaient pas finalement préparés à ce que leurs œuvres soient vues. Donc finalement, si on part de ce principe-là, c'est vraiment toi, avec ta casquette de médiatrice, qui a réussi à rendre ça possible. Enfin là, c'est vraiment la médiation qui a fait, bon, puis toutes les recherches qui en découlent, mais ça, c'est, enfin, plutôt qu'ils sont en amont, on va dire. Oui, oui, en fait, donc au début, quand j'arrive en 2021, je suis vraiment observatrice. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, j'ai tout un travail d'observation, de recherche, un peu d'enquête aussi pour retrouver qui sont les premiers à être intervenus, qui va inviter les artistes, etc. Et puis, de fil en aiguille, en fait, les trois, donc Z Corsto et Namasté, vraiment à l'initiative de cette babcockerie, vont me faire entrer pleinement, en fait, dans le projet. Et on va vraiment discuter ensemble. Et c'est par une volonté. Moi, je me suis rendu compte en fait de l'ampleur de travail. Ils sont plus de 150 artistes à être intervenus à l'intérieur. Je pense qu'il y en a plus, mais on a arrêté de compter à 150 si vous voulez. Je me suis rendu compte du panel d'artistes qui étaient présents, de ce que ça représentait pour l'histoire du graffiti en Île-de-France, parce que 80%, je dirais même presque 90% de ces artistes sont issus du territoire, donc ces artistes locaux. Et donc, on va commencer à discuter. Je vais aussi regarder les productions qui vont être faites à l'intérieur. Certains artistes, en fait, vont s'intéresser fortement. En fait, ça va être
vraiment un coup de cœur pour eux. Il y a des artistes qui ont 30, 20 ans, 30 ans d'urbex derrière eux et qui, une fois arrivés sur place, vont dire, mais j'ai jamais vu un lieu comme celui-ci. Pour le coup, le terme de cathédrale industrielle s'y prête énormément par ses volumes, par la lumière qu'il y a, par la résonance qu'il y avait à l'intérieur, le charme et l'histoire surtout que dégageait ce lieu. Donc, ils vont faire énormément de recherches et certains vont carrément décider de rendre hommage à ces ouvriers, rendre hommage à l'histoire de ce lieu en créant des œuvres qui soit représentent des œuvres figuratives à l'effigie des ouvriers ou alors même des messages, des phrases, des poèmes qui revenaient vraiment sur cette histoire. Et puis pour d'autres, ceux qui vont être un peu plus frileux à ce qu'on ouvre, c'est tous ceux qui vont dans ce genre de lieu pour s'entraîner avant de passer dans la rue aux yeux de tous et qui des fois sont pas forcément hyper contents de la qualité de leur œuvre, même s'ils prennent le temps de peindre dans ces lieux-là. Avant qu'on ouvre, ils nous ont demandé certains d'avoir un temps pour retoucher leur peinture ou autre. Et puis, vous avez aussi ceux qui vont un peu aussi, entre guillemets, lâcher leur fantasme dans ce lieu, c'est-à-dire qu'ils vont peindre des peintures beaucoup plus osées que ce qu'ils feraient dans la rue ou qui savent être à proximité d'écoles ou de choses qui pourraient heurter plus facilement le public. Et donc, on va avoir des sujets parfois ouais, un peu érotiques, je dirais, voire clairement pornographiques pour certains. Et c'est assez drôle de voir que la censure est venue de leur part. Nous, quand on a voulu ouvrir, il n'était pas question de toucher quoi que ce soit. Et il y a un groupe notamment de graffeurs, un collectif qui avait fait une œuvre un peu osée. Et ça a été les premiers, quand on leur a dit qu'on va ouvrir, qui nous ont dit, mais c'est pas possible, vous n'allez pas montrer ça. Est-ce que vous voulez qu'on la retouche ou quoi? Et nous, on a dit non, non. Là, on a entraîné un travail de discussion avec eux en leur disant qu'au contraire, nous, on trouvait que c'était hyper intéressant de raconter cette histoire. Et finalement, on va réussir à faire en sorte qu'il y ait un consensus en fait au sein des artistes et que tout le monde soit d'accord avant que l'ouverture soit faite. Donc il y a vraiment eu tout ce travail-là parce qu'en effet c'est pas anodin d'ouvrir un lieu qui n'était pas destiné à l'être. Mais selon moi c'est aussi ce qui fait toute la force de ce projet et qui change un petit peu de voilà des projets où on a tendance à revoir toujours les mêmes artistes. Peu importe les villes ou quoi, c'est toujours les grands artistes qui Mm. sont déjà sur le marché, qui ont déjà de la visibilité. Là, on avait quand même énormément d'artistes. On en avait beaucoup qui étaient, pour certains, même des artistes émergents. Mais on a aussi des têtes de l'art urbain. Je pense notamment à un duo d'artistes qui sont de nos jours les plus institutionnels de l'art urbain, qui sont venus peindre à l'intérieur. Et eux sont passés, par exemple, par la Villa Médicis en 2015, font des travaux avec le Centre Pompidou, avec de grandes institutions, et continuent cette pratique d'exploration et de peinture dans des lieux comme ça abandonnés, et sont venus, entre autres, à Babcock. Donc c'est vraiment toute cette histoire qu'on voulait raconter. Et donc, c'est la médiation, en effet, qui a permis, mais cette médiation avec tous les acteurs, hein, je Mhm. parle beaucoup Oui, des bien artistes, sûr. mais C'est il a ça qui est fallu aussi intéressant aussi. expliquer aux promoteurs qui, au début, ne Mm. comprenaient pas forcément, pareil, qui voulaient faire payer l'entrée au départ. Or, nous, on leur a expliqué que c'était complètement impossible parce que les artistes ayant peint, enfin, à qui revient l'argent si on fait Oui. payer l'entrée au public? Est-ce que Euh, c'est aux propriétaires? et Est-ce que alors, c'est aux et artistes, justement, etc. je te coupe, Thomasine, pardon, parce qu'on Oui. a deux questions. Donc, Stéphanie, j'ai bien pris connaissance de la question. Camille, je vous laisse poser votre question avant, parce que je crois que ça fait un moment que vous avez la main levée. Donc, je vous laisse prendre la parole. Euh, Bonjour, je m'appelle Camille, je suis au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit clash peut-être de culture là aussi en lien avec une panoplie là, de dimensions. Mais c'est un peu où vous étiez sur le point d'aller qui m'intéressait, l'espèce de rôle souvent que les médiateurs ont de gestionnaire de projet et de médiateurs multipartis. Euh, Parce que souvent, les médiateurs sont, en tout cas chez nous, là, sont aussi les justiciers de l'éthique, comme tu en allais parler de cette question de monétarisation, alors que les artistes ne sont pas rémunérés. Puis je me demandais s'il y avait une espèce de trace autre que la table ronde qu'on fait en ce moment, là, de transmission des résultats, parce que c'est un peu une étude terrain en plus qui s'est fait, là, une étude projet d'aller en défrichant, en allant hors des sentiers battus, de mode de faire, de mode de mise en relation et sans parler de cadre parce que c'est particulièrement un projet où on n'a peut-être pas tant de cadre que ça, mais
la part de légitimisation de l'art alternatif urbain, la part de devoir d'une municipalité, de la mairie, de, de voir à cette reconnaissance, à ce rayonnement, à l'archivage, à l'ouverture au public aussi. C'est tellement vaste, là, mais est-ce que vous envisagez d'essayer d'avoir un outil peut-être pour de bonnes pratiques ou de recommandations en lien, peut-être, je sais que Polo fait beaucoup des outils comme ça. Bah, Thomasine, est-ce que finalement dans le livre, il y a un petit peu cette envie de faire un guide des bonnes pratiques ou une espèce de mode d'emploi de comment est-ce qu'on ouvre un lieu qui au point de départ n'est pas fait pour être ouvert au public finalement? Alors, non, le livre sera pas un outil pour ça. Le livre, on veut vraiment revenir sur l'histoire et donner la parole justement aux artistes. Donc, il y aura beaucoup de témoignages d'artistes. On les a invités à faire des contributions à l'intérieur, etc., pour leur donner la parole là où souvent on leur donne pas la parole. Donc c'est pas là, c'est vraiment spécifique au lieu de Babcock. Malheureusement, je pense que c'est très compliqué de faire un guide parce que chaque lieu est différent. Et comme je vous le disais, en fait, il en existe plein des lieux comme ça, comme Babcock. Et je pense qu'au Québec, en effet, il y en a beaucoup aussi. Mais en fait, je sais pas comment le dire, si ce n'est que c'était un espèce d'alignement des planètes. Là, moi, je bosse avec beaucoup d'artistes issus de l'urbex et qui ont d'autres lieux. Je pense par exemple à Réa, Indafriche, je pense à Lake et Sowat avec le mausolée. Enfin, c'est différents lieux qui existent déjà depuis 10 ans, ça fait 10 ans pour certains qui essayent de les ouvrir et ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont bloqués, que ce soit au point de vue de la mairie, au point de vue de la sécurité, au point de vue des promoteurs. Et en fait, moi, je pense que surtout qu'il faudrait développer un espèce de mécénat, en fait. Si on aime vraiment l'art urbain et le, entre guillemets, l'art urbain authentique, même si j'aime pas ce terme, mais qui a été fait de manière spontanée, je dirais plutôt, par les artistes, et bien souvent, ce qui manque, c'est des financements. Et une volonté aussi politique ou territoriale de développer ce genre de projet. Là, quand je parle d'alignement des planètes, c'est le fait, comme je vous ai dit, que le maire a travaillé ici, que la Banque de France, enfin voilà, on a quand même un des plus gros coffres-forts d'Europe qui se met en face, donc on s'est dit bon bah voilà, c'est là qu'il faut aller taper à la porte. Il y a certainement de l'argent pour valoriser ce genre de projet, et et c'est ça qui va qui va nous permettre. Donc je pense que c'est compliqué de mettre vraiment un guide des bonnes pratiques, mais il faut vraiment essayer de valoriser chaque site, d'aller réfléchir justement sur l'histoire de ces sites et voir en quoi les partenaires historiques peuvent aider. Nous, on a vraiment eu beaucoup de soutien de ce niveau-là, et je pense que c'est ça qu'en fait un exemple, un cas d'école en fait, en effet à étudier. Mais les autres sites dont je vous ai parlé, voilà, ça fait 10 ans qu'ils essayent d'ouvrir et il n'y a rien qui est fait. Les mairies de leurs endroits respectifs ne sont pas forcément intéressés ou ne savent pas comment le mettre en place, ont peur d'un point de vue sécurité. Euh, Tous les lieux ne sont pas non plus accessibles aussi facilement. Donc là, Babcock, on a eu aussi la chance que même si c'était un lieu d'urbex compliqué au départ, le fait que ça va être nettoyé, les halles, et qu'on puisse ouvrir au public, ça va faciliter toutes ces choses-là. Et Juste, là, et ce qui est un peu rigolo, c'est que Babcock, bon, là, ça n'a pas été choisi au hasard, hein, vous l'aurez compris. Babcock, il y a le département qui est intervenu, Plenco aussi, la ville de La Courneuve, enfin, ces différentes échelles qui ont travaillé ensemble. Il y a une autre question de Stéphanie. Moi, après, moi, j'ai une question pour le département. Stéphanie donc nous dit, ce genre de lieu implique une vraie question de sécurité, aussi bien pour les médiateurs que pour le public. Qui en prend la responsabilité? ah, alors ça, c'est une très, très, très bonne question. Ça fait partie des négociations qu'on a dû faire avec notamment les promoteurs immobiliers qui, au départ, dans la première convention d'occupation qui nous ont proposée, euh, nous demandaient à nous, guides, d'être responsables. Or, c'était absolument impossible pour moi, mon collègue de prendre cette responsabilité-là. Enfin, on est deux entités individuelles, on n'est pas une structure. Et là, pour le coup, il y a des promoteurs derrière. Donc, c'est eux qui sont en charge de la réhabilitation, c'est eux qui sont en charge de la sécurisation. Donc là, on leur a demandé à ce que ce soit eux qui prennent cette responsabilité-là. C'est aussi la différence entre d'autres lieux où il n'y a pas encore de projet immobilier derrière
Et de ce fait, quand il y a un projet, en fait, quand il y a un projet immobilier, c'est entre guillemets plus facile. Parce que vu que de toute façon, ils vont devoir sécuriser le lieu, c'est à leur charge de le faire avant l'ouverture au public. Donc, il y a eu tout un temps. Je vous ai parlé de 4 mois de visite, mais au final, il y a eu 4 mois qui ont été prolongés. Ça a été 8 mois de visite en tout, parce que le bouche à oreille a fonctionné très bien. On a eu beaucoup de gens. Mais voilà, ça fait partie justement des discussions et des discussions en cours. Pareil pour la numérisation, on avait demandé voilà, bon, désolé, hein, au département, à pleine commune, etc., de nous aider à financer. Et puis finalement, bon, bah, ça n'a pas pu se faire. Donc c'est aussi des volontés qui sont indépendantes de nous et il faut essayer en fait. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aussi y aller au culot et essayer de voir là où on peut avoir de l'aide et du soutien. Est-ce que... Pour compléter la réponse, Clara, Mhm, sur la question de la sécurité, indépendamment du site de Babcock, c'est au final au propriétaire mhm, et à l'organisateur de la visite, puisque donc, pour les dernières journées européennes du patrimoine, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a été plus particulièrement à l'organisation des visites à deux voies sur le site de Babcock. Et effectivement, donc c'est la prise de contact avec le propriétaire du site. C'est, comme le rappelait Thomasine tout à l'heure, donc la délimitation du parcours de visite pour prendre en compte le nombre de visiteurs, les difficultés d'accès, etc. De même, quand on fait visiter Pivert, c'est la validation du parcours par, alors pas par le propriétaire, mais par l'occupant, pour le coup, par push, afin de vérifier la bonne adéquation avec les questions de sécurité, le mhm. nombre de participants, etc. Donc, moi, je mettrais prioritairement le propriétaire pour qu'il nous donne accès au site, et notamment enfin, le propriétaire et l'organisateur. L'organisateur. Et là, pour le coup, c'est valable aussi pour l'ensemble des sites, y compris de nombreuses friches industrielles auxquelles on accède dans le cadre des journées du patrimoine, dans le cadre de porter à connaissance, de visites préalables soit à leur reconversion, soit à, à leur restauration. Et pour le coup, Pleine Commune, le département de la Seine-Saint-Denis ont déjà mis en place et continuent de mettre en place de nombreuses de visites Mhm. dans cet objectif-là. Oui, bien Mm. sûr. Euh, et justement, comme on parlait de ça, d'enjeux de sécurité, donc pour le médiateur comme pour les publics, moi j'avais une question alors à vous poser enfin à toutes et tous, hein, mais peut-être que Magali, Antoine, vous pouvez répondre, Chiara. Enfin, Chiara, pour ton projet, en fait, là on connaît déjà la réponse, c'est que là vous vous êtes porté vous êtes tourné vers un public assez international puisque c'était les JO. Donc j'imagine qu'il fallait préparer une médiation aussi en plusieurs langues. Euh, Ça, peut-être que tu vas pouvoir nous le dire. Et je vais vous laisser répondre assez rapidement à tour de rôle. Bon, on aura déjà largement dépassé. Bon, on a encore du monde avec nous. Moi, ma question, c'était quand vous créez donc ces médiations-là, est-ce qu'il y a une envie de votre part de faire ce qu'on va appeler plutôt du tourisme de proximité en se disant, là, si on ouvre Push, si on ouvre Babcock, si on fait telle visite sur les bords du canal, à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce qu'il y a une volonté, et j'imagine que c'est le cas des collectivités, de s'adresser aux habitants, alors de la ville, de l'EPT, du département, de la région finalement aussi, parce que tourisme de proximité, c'est pas forcément que le 93, c'est nos voisins également. Je sais Mm. pas qui veut répondre à cette question. Elle est un peu ambitieuse, hein, la question, surtout pour le peu de temps qui reste, mais Je peux peut-être commencer. vas-y Et puis comme Magali. ça, Chiara, tu pourras aussi resserrer au niveau de Pleine Commune. Euh, alors effectivement, au niveau du département, l'ambition, c'est de s'adresser à toutes et tous, et ça, tout le monde le dira. Bien Alors sûr. après, il y a aussi donc les publics privilégiés du département, comme les collégiens ou les publics du champ social, ou également les publics seniors. Et donc c'est pour cela que je vous ai parlé des parcours d'éducation à la ville. C'est pour cela aussi qu'on met en place des visites spécialement dédiées aux seniors.
Daria. euh, avec peut-être un a priori que l'on avait, qui était que les seniors étaient forcément des personnes qui habitaient le territoire depuis très longtemps, et puis en fait, pas forcément. Donc, des personnes, des seniors qui habitent aujourd'hui, par exemple, la Courneuve, ne sont pas forcément implantés à la Courneuve depuis 20, 30 ans et ne connaissent pas forcément l'histoire et le patrimoine industriel. Pour le public aussi de proximité, donc on s'appuie beaucoup sur alors, pour le public, pardon, euh, francilien, beaucoup sur Seine-Saint-Denis Tourisme et la plateforme Explore Paris, Mhm. qui permet Dont donc on de n'a pas parlé, communiquer mais oui. sur les balades urbaines, sur les conférences, les actions que l'on peut mener. Et on s'est rendu compte aussi, c'est pour ça que je revenais sur le terme de francilien, c'est que ces visites permettent de s'adresser peut-être plus à des publics de Paris, du nord de Paris, des communes avoisinant le département de la Seine-Saint-Denis. Et pour nous, le meilleur vecteur, c'est vraiment l'échelle de la ville, de la municipalité, d'où l'intérêt aussi pour l'ensemble des acteurs de travailler en partenariat afin de pouvoir s'adresser voilà, au public le plus proche. Si on souhaite amener des Courneuviens à visiter soit la friche de Babcock, soit l'exposition Babcock et Wilcox qui est aujourd'hui au 4e collège à la Courneuve, bien c'est ce travail fin avec les différents services municipaux qui permet aussi de s'adresser à cet ensemble de public. Mhm. Ok. Et si je peux compléter pour le projet de cet été, effectivement, l'envie était sans doute de profiter du pic des fréquentations, mais on n'avait pas du tout, disons, la seule cible n'était pas du tout les visiteurs des JO. Pour des questions de numérique, on a estimé que les 70% des publics touchés étaient de passage, étaient là parce qu'il y avait les JO. Mais si tu reviens sur la petite carte, la slide 11, en fait, on avait choisi trois points de médiation. L'un, c'est bien vert, vraiment juste à proximité du Stade de France. Et donc, effectivement, les publics captés étaient celui des JO. Et après, les deux autres sites étaient l'un à proximité du parc Élie-Lothar, où il y avait un site de célébration, surtout pensé pour les familles et les habitants d'Aubervilliers. Et l'autre, au niveau du métro Aimé Césaire, plus au sud, sur le cercle Le cercle jaune. jaune. Mm. Et en fait, ça, c'était vraiment une station pensée pour les personnes qui venaient à vélo et pour finalement les habitants, les résidents. Donc, l'envie était aussi de profiter de ces moments de ferveur et de cette réappropriation de l'espace public pour aller toucher aussi les publics résidents et pas uniquement les visiteurs de JO. En termes des langues, c'est vrai que on a essayé de porter aussi des visites en anglais pour des questions peut-être de confort des médiateurs et des médiatrices. Finalement, la plupart des visites étaient adressées à un public français et on a pu quand même constater que les Français étaient extrêmement nombreux dans ces moments des compétitions. Donc, on a peu finalement touché un public étranger dans les cas de ces médiations, au moins. D'accord. Voilà. Et là, justement, parce que enfin, c'est assez. On a évoqué dans tous les projets qui ont été présentés, on a vu qu'il y avait de gros partenariats, parfois sur certains d'entre eux, hein, entre des acteurs privés, des collectivités, des médiateurs indépendants, des artistes. Antoine, sur Push, tu as cité donc le studio Magic qui a aussi géré la partie médiation, mais il y a eu les chercheurs, enfin tout le monde s'est fédéré autour de ces différents projets. Et donc, moi, ma question, Cara, c'est que vous, dans votre projet, ce qui a été différent, c'est que vous n'avez pas fait appel justement à des médiateurs indépendants, vous avez formé des agents. Et comment ça s'est passé cette formation? Et ce sera la dernière question, après on va clôturer, hein, si ça vous va. Comment ça s'est passé, eux, quel a été leur ressenti de se faire former à de la médiation culturelle? Puisqu'au point de départ, tu l'as dit toi-même, ils venaient pas de direction dont c'était la spécificité finalement.
Absolument, et en plus, disons que c'était vraiment un contexte particulier de mobilisation d'agents dans les cadres d'un événement précis. Le ressenti qu'on a pu avoir, c'est que, en fait, on y tenait vraiment à faire en sorte que les collègues formés n'aient pas peur d'enrichir et de s'approprier du contenu, en fait. L'idée étant de faire en sorte que ça aurait pu être un temps où ils pouvaient aussi raconter, avoir un échange sur potentiellement leur mission ou une anecdote qu'ils ont pu vivre à un moment de leur vie professionnelle à pleine commune. Disons que l'idée était aussi de sensibiliser les personnes impliquées dans les projets au fait que eux-mêmes avaient aussi quelque chose à raconter, à porter au-delà du contenu historique ou artistique qu'on leur proposait. Et je pense que cette dimension a bien fonctionné parce que donc ça leur a permis de se sentir à l'aise dans ce rôle. Parce que bien sûr, on sait bien qu'être médiateur et médiatrice, ça peut être un travail à part entière. Mais disons que la formation a bien fonctionné en s'appuyant sur cette dimension de s'approprier du contenu et de ne pas le rendre trop rigide et ambitieux. Voilà, D'accord. Oui, et puis avec des agents qui connaissent bien le territoire aussi. complètement. Donc, d'accord. Eh bien, merci. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter quelque chose, mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation. Un grand merci également à Anne-Sophie Marchal et donc à Sarah Terrier de la Lucarne, hein, qui sont à l'origine de ce festival off. Et puis, bien entendu, merci aux participants, hein, Antoine Furieux, Magali Malochet, Thomasine Zoller et Chiara Infantino pour toutes ces précisions et cette belle illustration, je trouve, de ce que c'est que valoriser le patrimoine de banlieue qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut aussi avoir tendance à lire ou voir dans les médias. Là, tous vos exemples prouvent tout de même qu'il y a énormément à faire en banlieue et j'ai pas l'impression que la valorisation soit si différente que sur un autre territoire, même si voilà, il y a des difficultés de terrain, mais il y en a absolument sur tous les territoires. C'est pas toujours les mêmes, mais c'est à peu près la même chose. Merci à vous toutes et tous de vous être rendus disponibles. En plus, on a dépassé, certains nous ont quittés en cours, mais beaucoup sont restés jusqu'au bout. Donc vraiment un grand merci et en espérant vous retrouver peut-être pour de nouvelles tables rondes dans le cadre du festival. Eh Merci beaucoup, bien, Clara. voilà, Merci Clara. Merci pour tout. je coupe. Merci, merci à vous tous, hein. C'était un régal en tout cas. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.